Et j'ai donc maintenant le grand honneur d'appeler les participants à la première table ronde autour de l'ouvrage 1882-1905 ou la laïcité victorieuse de Jean Bobéro-Vincent. Et donc j'appelle Madame Bernadette Sauvaget de Libération qui va modérer, merci beaucoup, Monsieur le Président François Hollande, Jean Bobéro-Vincent, Christophe Prochasson, Anne Fornereau, Alessandro Ferrari. Un grand merci et bonne suite de journée. Merci. Moi, j'ai la redoutable mission d'ouvrir la session et je suis entourée de sommités. Donc, à ma gauche, je ne vais pas présenter la personnalité qu'il est, à ma droite non plus. Jean Bobéro, donc, dont on dit qu'il est l'inventeur de la sociologie de la laïcité. Et à la droite, mais je ne pense pas que ce soit une question politique, Alessandro Ferrari, professeur de droit et de religion à l'université Insubria, c'est ça, je prononce bien, comme Varese, c'est ça, donc l'Italie du Nord. Et à mon extrême gauche, c'est pareil, je pense que ce n'est pas du tout une question politique, Annie Fornereau, qui est spécialiste de droit et religion, directrice de recherche au CNRS et au laboratoire droit et religion de l'université de Strasbourg. Et enfin, à la gauche du président Hollande, Christophe Prochasson, mais je crois qu'il il est à votre gauche, qui se connaissent bien d'ailleurs, je crois, hein, puisque entre moult responsabilités de Christophe Prochasson, recteur d'académie de Cambre, ancien président de l'EHESS, surtout historien, et conseiller, si je ne m'abuse, donc du président Hollande dans les années difficiles de 2015. Voilà. Donc, je vais d'abord vous poser une question, et vous permettez, Monsieur le Président, à un peu la vedette de cette table ronde avec vous, Jean Bobéro. Pourquoi il a donné ce titre à son ouvrage, La laïcité victorieuse? En quoi est-elle victorieuse? Oui, c'est à vous, Jean. Oui. Je suis désolée, je casse un peu l'ordre protocolaire, mais ça me permettra de... Bon. Oui, effectivement, disons que 1882-1905, c'est deux dates emblématiques de la fondation de la laïcité en France. Bon, mais maintenant, on fait comme si c'était presque évident qu'à un moment donné, la laïcité s'était fondée. Mais pour dire les choses de manière un peu humoristique, la laïcité n'est pas tombée du ciel. La laïcité, donc, a été une construction historique, une construction socio-historique à laquelle énormément de gens ont participé, qui était le résultat de multiples interactions, mais avec les figures emblématiques de Jules Ferry et de Ferdinand Buisson pour la laïcisation de l'école publique en 1882, et de Aristide Briand, mais également toujours Ferdinand Buisson, Jean Jaurès, Georges Clemenceau et quelques autres en 1905. Bon. Et la loi de 1905, en fait, puisque c'est celle que nous commémorons, avait à peu près autant de chances d'être votée que vous et moi avons de chances de gagner au loto. C'est-à-dire que quand on étudie et qu'on approfondit le processus qui a donné comme résultat cette loi, on s'aperçoit que 2 ans auparavant, personne n'aurait été capable de dire le contenu de la loi. Parce qu'il y avait un conflit des deux France qui s'était exacerbé. Ce conflit, loin de se calmer avec le ralliement des catholiques à la République demandé par le pape Léon XIII, s'était au contraire intensifié parce que le but, disons, du ralliement, c'était de changer la République de l'intérieur, avec d'ailleurs une expression que quelqu'un a reprise récemment, la République des honnêtes gens. Alors, ça peut sembler banal, qui est pour la République des malhonnêtes gens. Mais en fait, c'était la République des honnêtes gens contre la République actuelle, telle qu'elle avait été instaurée et telle que, prétendait-on,
était instrumentalisée par les minorités juives, francs-maçonnes et protestantes. Et l'affaire Dreyfus, donc, éclot dans l'atmosphère du ralliement. Et en réponse à l'affaire Dreyfus, il y a le gouvernement de défense républicaine, puis le gouvernement d'Émile Combes, le bloc des gauches, qui ont un anticléricalisme d'État autoritaire. Bon. Donc une loi libérale qui allait permettre d'apaiser le conflit des deux France et de transcender, disons, ces divisions, au départ était inimaginable. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que la laïcité a été victorieuse, alors que normalement la situation était bouchée. Monsieur le Président, vous auriez été plutôt Combes ou plutôt Briand à cette époque? Je n'ai pas eu à me pencher sur le sens de ma position, de mon vote. Pas comme cet après-midi, si vous voulez, même si ce n'a pas le même portée. Je pense que Émile Combes a rendu service à Aristide Briand. C'est-à-dire le fait qu'il ait été sur une position de combat a permis à Aristide Briand et à la commission qui s'est installée de chercher la voie de la conciliation et donc de la négociation. Car en réalité, il y a eu une longue négociation pendant toute la période qui a conduit à la loi de 1905. Et Aristide Briand, et c'est pour ça que je suis plutôt de ce côté-là, a été l'artisan, sans être le seul protagoniste, l'artisan de cette négociation, qui n'est pas non plus une conciliation, parce qu'il y avait encore beaucoup d'opposition, y compris au lendemain de la loi. Mais ce qui a permis, je pense, de trouver le compromis, c'est l'article 1, puis ensuite l'article 2. Parce que le reste est quand même beaucoup plus compliqué, avec la dévolution des biens, de savoir si les associations cultuelles vont en être les bénéficiaires. Et on sait qu'au lendemain de 1905, il y aura avec les inventaires un grand nombre de conflits. Donc la loi de 1905, elle permet effectivement de trouver une voie de sortie, c'est-à-dire en réalité la séparation. Mais c'est ensuite que les choses vont devenir plus compliquées. Mais ce qui reste de la loi de 1905, parce que c'est quand même ça que nous avons à l'esprit, ce sont les deux premiers articles et qui nous servent aujourd'hui encore de guide et de référence. La liberté de conscience, la libre exercice des cultes, et donc de savoir que nous pouvons avoir la neutralité de l'État dans un certain nombre de conditions. Alors ensuite, sur la politique, puisqu'il s'agit de politique, il y a des personnages qui n'ont pas été forcément des facilitateurs. Clémenceau, dont on fait souvent l'hommage, a été relativement dur dans la période justement de négociation, jusqu'à dénoncer Briand comme un socialiste papalin. Ça, c'est assez rare maintenant, socialiste papalin. Mais à l'époque, ça devait être sans doute une accusation très grave. Bon. Même si après, on verra que Clémenceau, quand on arrive au pouvoir, on est plus modéré, si vous voulez. Je dis ça pour Clémenceau, pas pour ce qui me concerne. Mais donc, à partir quand Clémenceau devient président du Conseil, il aura à cœur d'être plus conciliant, en tout cas de faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence excessive. Et le titre du livre de Jean Bobéro sur la victoire, néanmoins, dans son propre ouvrage, il montre qu'il ne faut pas avoir de victoire excessive. C'est ça aussi la loi de 1905. Il y a une victoire. La victoire, c'est quand même la séparation. Elle ne doit pas être excessive au sens où la loi de 1905 est une loi qui n'est pas anti-religieuse, qui est a-religieuse. Et ça, c'est très important aussi de le souligner dans la période que nous vivons. C'est en sens que c'est pour ça que je remercie vraiment ce colloque de revenir sur les origines, parce que nous avons besoin que la laïcité soit comprise comme une loi de liberté, comme une loi qui n'est pas contraire aux religions, même si elle en limite l'influence, et comme une loi qui doit à chaque fois chercher l'apaisement. Et donc dans le débat politique qui n'a jamais cessé, mais qui s'est amplifié ces dernières années, on retrouve deux conceptions de la laïcité. Une laïcité de combat,
ou une laïcité d'émancipation. Et ça reste finalement, de ce point de vue, très actuel. Christophe Prochasson, vous situeriez le quinquennat de François Hollande que vous connaissez de l'extérieur et de l'intérieur, du côté Combes ou côté Briand? En tout cas, François Hollande n'est pas un socialiste papalin, ça c'est une certitude. Je voudrais, tout en prenant en compte votre question, un peu la détourner, vous permettrez, et dire pourquoi, et dans le prolongement de ce que vient de dire le président Hollande, le livre de Monsieur Vincent Monsieur Bobéro-Vincent est important. Je crois qu'au fond, le rapport immédiat qu'on a à la laïcité est souvent fait de clivage. C'est les laïcs contre les anti-laïcs, c'est Clémenceau versus Combes, c'est une affaire de combat permanent. Et derrière ces combats, il y a toujours des espèces d'essentialisation, en quelque sorte. On a une conception de la laïcité fermée, dure, définitive. Et tout le livre de Jean Bobéro indique le contraire. Comment, progressivement, c'est une construction faite de compromis, mettons-le dans le meilleur sens du terme, et aussi qui a une histoire beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Et je voudrais insister sur la première partie du livre Jean Bobéro, qui me paraît très important, de rappeler que les républicains, la gauche en général, n'a pas avec la religion la relation qu'on lui attribue parfois, comme si la gauche républicaine et même socialiste avait fait de la religion son adversaire premier. Et je pense qu'il est important d'avoir ça en tête pour comprendre justement tout ce qui s'est produit, tout ce qui s'est construit, et la prudence et le respect sur lequel vous insistez beaucoup dans votre livre, avec lesquels ceux qui ont fait cette loi, qui sont plutôt des gens de gauche, même si Aristide Briand est un socialiste, non pas papalin, mais un socialiste qui commence sur la pointe des pieds à quitter un peu le mouvement socialiste. Rappelons-le, la même année où est votée la loi de séparation, le mouvement socialiste se constitue alors il l'avait déjà fait à plusieurs reprises, mais ça n'avait jamais vraiment marché, en un parti unique. C'est dans ce contexte-là qu'il faut resituer la loi de 1905. Et j'y ajouterai alors peut-être un élément qu'il faut aussi avoir en tête, sur lequel vous passez de temps à autre. C'est que, certes, il y a la loi de 1905 qui occupe beaucoup le terrain, on peut le comprendre, mais c'est aussi un moment d'agitation sociale très important. Et c'est vrai que Jaurès, de ce point de vue-là, a deux fers au feu. Il joue un rôle extrêmement important dans l'élaboration de la loi, avec d'ailleurs lui aussi, on pourrait s'y étendre, un rapport religieux très intéressant, hein, notamment lorsqu'il discute la morale sur laquelle vous vous arrêtez dans la première partie de votre livre. Qu'est-ce que c'est qu'une morale sans transcendance? Qu'est-ce que c'est qu'une morale républicaine? Jaurès dit dans son fameux texte de 1910 pour la laïque, il dit ça ne doit pas être un Dieu centre-gauche. On ne doit pas chercher un Dieu centre-gauche. Donc il y a tout de même cette ambition-là. Mais en même temps, il y a ce qui est en train de se passer. Alors, un petit peu plus tard, mais de façon contemporaine, à partir de 1906 et jusqu'en 1909, des grèves très dures, un syndicalisme révolutionnaire qui s'affirme. Et là, peut-être que la laïcité ou la séparation cesse d'être en haut de l'agenda du socialisme. Alors, je ne sais pas, pour répondre à votre question à laquelle je n'ai pas répondu, pour en revenir au temps présent, je crois, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, ce que devient ou ce que peut devenir la laïcité. Vous savez, moi, je fais partie des historiens qui ont un usage très prudent de l'histoire et qui pensent que la réactivation, la pratique de l'analogie et la fixation sur le passé pour guider le présent est toujours un peu périlleux et il faut en prendre garde. Mais comme le disait Karl Marx,
il faut toujours citer Karl Marx, les Français ont un culte réactionnaire du passé. Et il faut faire très attention à ça et ne pas faire de la loi de 1905 une loi réactionnaire parce qu'elle était d'abord une loi de gauche. Vous, Jean, vous situeriez le quinquennat du président Hollande de quelle manière par rapport à ces débats sur la... En fait, c'est un examen de passage. Vous pouvez m'excuser. Je rends grâce au président Hollande d'avoir créé l'Observatoire de la laïcité, parce que il faut rappeler quand même que sous son prédécesseur, la laïcité, le dossier laïcité, disons, avait été confié au Conseil à l'intégration. Et confier le dossier laïcité au Conseil à l'intégration, c'était une laïcité qui semblait donc surtout destinée aux immigrés, aux descendants d'immigrés. C'était un peu comme si les franco-français, avec plein de guillemets, étaient tombés dans la marmite laïcité, tel Obélix tombant dans la marmite de potions magiques, et qu'au contraire, les immigrés, tel Astérix, avaient à prendre une potion magique laïcité régulièrement. Bon. Et donc, créer l'Observatoire de la laïcité, ça a été effectivement un moment où le président Hollande, par là même, a redit que la laïcité était pour tout le monde, la même pour tout le monde, que son but était une égale liberté de conscience et que tous les gens qui habitaient en France, et évidemment a fortiori tous les citoyens et les citoyennes français, devaient donc avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs, et la laïcité permettait cette coexistence. Et la deuxième chose que je voudrais souligner, c'est la loi autorisant le mariage de personnes de même sexe, qui pour moi est une loi de laïcité dans la mesure où elle instaure ce que mon collègue et ami Roberto Blanquart appelle une liberté laïque. Personne, évidemment, n'est obligé d'épouser quelqu'un du même sexe que lui. Donc, elle n'impose rien à personne, mais elle donne une liberté nouvelle. Elle permet à des gens qui avant étaient marginalisés, voire exclus, de reconnaître leur volonté légitime de s'unir et de vivre une vie de couple, avec les chamailleries et les bonheurs du couple, hein, exactement comme les autres. Bon. Et donc, ces deux mesures me semblent emblématiques, effectivement, du quinquennat de François Hollande. L'Observatoire de la laïcité, pourquoi c'était nécessaire ? Parce qu'il y a régulièrement des sujets qui s'installent dans le débat public. Il y en avait un en particulier à ce moment-là, c'était pour les mères qui accompagnaient les enfants après l'école ou qui les emmenaient en sortie scolaire, avec une pression pour demander à ce que ces femmes ne portent pas un signe religieux et de savoir si une sortie scolaire pouvait être apparentée à le prolongement de l'école ou est-ce que c'était une liberté dans l'espace public de se vêtir comme il était entendu pour ces femmes. Donc l'Observatoire de la laïcité nous fournissait un certain nombre de recommandations qui étaient utiles, qui d'ailleurs ne laissaient pas penser qu'une jurisprudence s'installait. Il y a eu des contentieux qui ont eu lieu sur ces questions-là, comme sur les crèches d'ailleurs, mais l'Observatoire nous donnait des recommandations. Il y a eu deux grands sujets qui pouvaient revenir sur le débat que nous avons aujourd'hui. Effectivement, la loi sur le mariage n'était pas en soi une loi anti-religieuse. Mais il se trouve que les églises, je ne parle pas simplement de l'Église catholique, hein, je parle des cultes, ont engagé une bataille sur cette question-là avec des arguments qui étaient religieux et donc qui finalement empiétaient sur le champ de l'espace qui est réservé à la politique et au choix de société. Donc ça a été, même si ça n'a jamais été explicite, mais il se trouve que la hiérarchie catholique en particulier, mais aussi on l'a vu dans un certain nombre de quartiers où il y a eu des mouvements qui ont essayé de mettre les personnes de confession musulmane dans la lutte contre le mariage, et ça a eu des conséquences même électorales pour les élections municipales de 2014. Donc il y a eu une instrumentalisation de cette loi
et d'une certaine façon le retour à un combat qu'on croyait ancien entre la République et les cultes. Le deuxième événement a été l'attentat terroriste contre Charlie et les suites de ce qui s'est produit avec des demandes qui avaient été faites effectivement par le gouvernement pour que dans les écoles, dans les établissements scolaires, il puisse être rappelé ce qu'étaient précisément les lois, et notamment la loi de 1905 sur la liberté de conscience et la liberté d'exercice des cultes. Et avec tout le débat qui est revenu forcément sur les caricatures, blasphèmes, etc., qui ont été une nouvelle fois mis sur la scène publique, et avec aussi un autre événement qui me revient en mémoire, qui a été à la suite de l'attentat de Nice, l'affaire du Burkini. Maintenant, on en parle beaucoup moins, mais ça a été aussi un élément jusqu'où aller sur la police du vêtement. Et ça a été, puisqu'il y avait eu des arrêtés qui avaient été pris par un certain nombre de maires, avec un Premier ministre qui, à l'époque, pouvait les encourager. Il y a eu volonté de ma part, en tout cas, de faire qu'on puisse avoir une clarification. Et d'ailleurs, le Conseil d'État a donné, là aussi, des décisions qui valent encore aujourd'hui. C'est-à-dire le vêtement dans l'espace public est libre, sauf s'il est une atteinte à l'ordre public. Et c'était tout le débat. Est-ce que ça provoque des troubles, et ça pouvait en provoquer au lendemain même de l'attentat de Nice, ou ça n'a aucune conséquence dans la vie locale, et à ce moment-là, on ne peut pas interdire un vêtement. Et là aussi, l'Observatoire de la laïcité nous a donné un certain nombre de recommandations. C'est pour ça que c'est toujours utile. Et lui-même, l'Observatoire de la laïcité, a fait l'objet de critiques véhémentes de la part des deux camps, si je puis m'exprimer ainsi. Camp qui dit finalement cet Observatoire de la laïcité est trop modéré, trop libéral, va trop loin dans l'exercice de la liberté, et d'autres considérant qu'il ajoute encore des références ou des normes aux lois telles qu'elles existent. C'est pour ça que c'est un débat continu qui s'enrichit ou qui s'appauvrit, hein, ça dépend, en fonction des événements. Mais pour ce qui concerne, puisque je ne pensais pas être sur la sellette, mais ce qui concerne notre quinquennat, je pense que nous avons été respectueux précisément des grands principes de laïcité. C'est l'Observatoire qui a permis justement ce respect. Il y a contribué, et aussi, je dois dire que au Parlement, même si sur l'affaire on s'en souvient tous, hein, quand même, sur l'affaire de mariage pour tous, on a eu beaucoup de débordements, mais la question laïque n'a pas été véritablement installée comme elle l'est aujourd'hui. Mais c'est à ce moment-là, néanmoins, si je peux évoquer des points de rupture ou des points d'étape, c'est à ce moment-là que la laïcité en tant que telle a été utilisée à des fins politiques contre l'islam, et dont l'extrême droite s'est fait et se fait encore aujourd'hui la protagoniste. Il y a une déchirure à gauche, hein, sur la question de la laïcité. Comment vous l'expliquez, Jean ? Il y a toujours eu des dissensus à gauche sur la laïcité. Et justement, moi, une des choses que j'ai apprises au fur et à mesure que j'ai travaillé sur le sujet, c'est que même si, au bout du compte, la gauche s'est mise d'accord pour créer des lois, en fait, il y avait ce dissensus. Si on prend la loi de 1882, il y a des gens qui étaient contre le fait que l'école laïque publique vaque le jeudi, à l'époque c'était le jeudi, après ça a été le mercredi, pour faciliter la tenue du catéchisme. Donc
la laïcité qui a triomphé, c'est une laïcité respectueuse d'une liberté de conscience, incluant bien la liberté de religion. Mais il y avait des gens qui trouvaient qu'effectivement, il aurait fallu créer une école laïque, disons, concurrente des religions ou cherchant l'émancipation des gens par rapport à la religion, etc. Et de même, en 1905, il y a plusieurs positions. Il y a des gens qui veulent recommencer 1793 et l'entreprise de déchristianisation. Ce sont les socialistes révolutionnaires à la Maurice Allard. C'est les plus extrêmes, disons. Il y a des gens plus nombreux qui sont dans l'optique d'Émile Combes et qui veulent, de gré ou de force, républicaniser le catholicisme et donner la liberté de conscience à un catholicisme républicain. Et puis, il y a des gens comme Ferdinand Buisson, le président de la commission, et Aristide Briand, son rapporteur, sont un peu les emblèmes, qui, eux, sont pour une liberté de conscience qui inclut et qui garantit le libre exercice des cultes, comme le dit l'article 1er. Mais Buisson et Briand vont quand même avoir un désaccord, c'est-à-dire que Buisson, avec l'optique un peu de la culture radicale, et Clémenceau, le président de la Hollande, l'a rappelé, était dans le même sens, voulait que la liberté de conscience soit avant tout une affaire individuelle. Et bon, après, les gens pouvaient se réunir pour célébrer leur culte collectivement, mais la République devait ignorer plus ou moins cela. Son but était de donner la liberté de conscience aux citoyens, qui croient ou qui ne croient pas. Bon. Alors que des gens comme Jaurès, Depré Sensé, qui à l'époque était le président de la Ligue des droits de l'homme, et Aristide Briand, qui avait non seulement une culture socialiste à l'époque, mais une culture syndicaliste aussi, c'était un ancien syndicaliste, disait que finalement, chaque individu vivant en société avait une dimension collective, que la liberté de conscience n'était pas seulement individuelle, mais qu'elle devait intégrer, disons, l'aspect collectif qui existe dans chaque individu, puisque chaque individu est en relation sociale, en interaction avec tous les autres. Et donc, qu'il fallait respecter les constitutions des églises et prendre les églises telles qu'elles... C'est une phrase de Briand, on va prendre l'Église catholique, puisque c'était elle qui faisait problème. Hein. Les protestants et les juifs étaient beaucoup plus acclimatés à la République. Mais on va prendre l'Église catholique telle qu'elle est, et on va l'insérer dans la démocratie, autant que faire se peut, mais sans lui demander de changer. Alors, si vous voulez, et j'en terminerai par là, tout le problème était qu'est-ce que ça veut dire une laïcité émancipatrice, parce que tout le monde à gauche était pour une laïcité émancipatrice. Mais il y a des gens, et c'est quand même un problème aussi actuel, qui voulaient rendre en quelque sorte l'émancipation obligatoire, qui voulaient obliger les gens à s'émanciper. Et Aristide Briand disait non, d'abord parce que c'est quand même une atteinte à leur liberté, et ensuite parce que si on les oblige à s'émanciper, ils ne s'émanciperont pas vraiment. Ils trouveront toujours des astuces, des moyens pour échapper à cela. On se met dans une querelle avec eux et ce n'est pas le meilleur moyen d'aboutir. Bon. Chez Briand et chez Jaurès également, il y a l'idée que la liberté de conscience égale pour tous est elle-même porteuse d'émancipation. C'est-à-dire que ça, reconnaître, bénéficier de la liberté de conscience, mais reconnaître la liberté de conscience de l'autre, ça oblige à une gymnastique intellectuelle. On peut avoir des vérités auxquelles on se rattache et auxquelles on tient, mais on doit accepter qu'autrui se rattache à d'autres vérités. Et donc, ça oblige à avoir aussi quand même un regard critique sur sa propre vérité, puisque finalement, on accepte que l'autre ait une vérité différente de la sienne, avec des droits égaux, et avec une pleine citoyenneté, avec une pleine reconnaissance. Bon. Et donc,
pour eux, la démarche même de la liberté de conscience est émancipatrice et donc la liberté de penser, auquel ils sont attachés, comme toute la gauche et aussi des gens de droite d'ailleurs de l'époque, est une liberté qui elle-même produit son émancipation. On n'a pas besoin d'opposer liberté de conscience et liberté de penser comme certains le faisaient à cette époque. Et je pense que c'est un débat toujours actuel. C'est là que, comme je suis à la fois historien et sociologue, j'aurais peut-être une petite nuance par rapport à moi, Christophe Rochasson, c'est-à-dire que, bien sûr, il ne faut pas plaquer le passé sur le présent ou le présent sur le passé. Ça a des résultats désastreux. Mais les comportements humains se retrouvent à diverses époques. Et sinon, on ne pourrait pas apprécier Molière ou Montaigne. Bon. Donc, en fait, le fait que les comportements humains se retrouvent à certaines périodes fait qu'il y a des analogies qui existent et que ces analogies peuvent nous aider à affronter les problèmes du présent, à condition, effectivement, de ne pas plaquer le passé sur le présent ou le présent sur le passé. Là, je suis totalement d'accord. Mais c'est quand même une arme, disons, l'étude du passé, parce que, si vous voulez... Je vais vous interrompre, oui. Jean, on va continuer avec vous tout à l'heure. Juste reposer la question au président Hollande. Les débats qui déchirent la gauche, ils sont cousins, petits-fils des débats du début du XXe siècle ? Oui, alors je vais essayer de faire la synthèse, c'est mon rôle, entre Jean Bobéro et Christophe Prochasson. C'est-à-dire que l'histoire ne peut pas être utilisée et récupérée pour régler les problèmes d'aujourd'hui, mais en réalité, les débats politiques, ils traversent les périodes et peuvent trouver une actualité. Par exemple, sur la question qui a été présente dans les débats de 1905, de la liberté individuelle et de la liberté collective, puisque c'est ça le moment qui va faire qu'il y aura la loi. Est-ce que tout est affaire de liberté de conscience individuelle ou on doit reconnaître le droit des collectifs de pouvoir permettre l'exercice d'un culte en particulier? La crainte qu'avaient les républicains de gauche à cette époque, c'est que finalement, si on ne séparait pas franchement et que si on ne culbutait pas la religion catholique, elle risquait de mettre en cause la République. Et puis, il y avait ceux, plus donc brillants, Jaurès, qui disaient non, nous devons aller vers la liberté de conscience, mais il faut bien que le culte, même si nous ne le reconnaissons pas et que nous ne le salarions pas, il faut bien que le culte puisse être organisé. Quand vous voyez la question par rapport à l'islam, elle se trouve là. Est-ce qu'on est simplement dans une affaire de conscience individuelle où il faut aller, c'est très compliqué, jusqu'à l'organisation d'un culte qui lui-même n'est pas tout à fait propice à une hiérarchie? Mais qu'est-ce qui permet à un moment la loi de 1905 d'être votée, même s'il y a toujours eu des opposants? C'est que l'Église catholique craint par-dessus tout le schisme, c'est-à-dire que craint que la République organise une autre Église. Donc c'est ce qui fait qu'elle d'une certaine façon, elle se fait une raison, si tant est que ce soit le mot approprié, elle se fait une raison de laisser justement la loi de séparation. Et si on peut retrouver aussi le débat intérieur de la gauche, c'est quel est le rôle de l'école? Jusqu'où elle va, l'école, pour de donner toute la liberté de conscience nécessaire et comment elle protège aussi les enseignants par rapport aux atteintes qui peuvent être alors sur eux-mêmes et sur les principes de la République. Alors il y a aussi il y avait un parti catholique quand même dans la période que nous connaissons, et certains pensent qu'il peut y avoir un parti proche des musulmans. C'est un débat, bien sûr, ceux qui étaient dans le parti catholique revendiquaient. Ceux qui sont aujourd'hui plutôt attentifs à la préoccupation des musulmans ne revendiquent pas d'être un parti des musulmans.
Mais on voit bien qu'il y a la tentation toujours au sein de la gauche de savoir est-ce qu'on parle au peuple tout entier? Ça, c'est très important. Est-ce qu'on parle au peuple tout entier ou à une partie du peuple? Longtemps, dans la gauche, c'était comme l'idée qu'on parlait aux ouvriers et à la classe ouvrière, et que c'est la classe ouvrière qui devait être le guide du peuple tout entier. Et moi, je considère que ça, ce débat-là, il est majeur dans la gauche. Est-ce qu'on parle à une partie du peuple? On parle à tout le peuple. Et si on parle à tout le peuple, eh ben, il faut être capable de trouver des sujets d'unification du peuple. Même s'il doit y avoir des corrections de la lutte contre les inégalités, mais ça exige de n'en oublier aucune fraction du peuple et être capable d'emmener tout le peuple vers le progrès. C'est une bataille qui n'est pas gagnée d'avance, mais qui doit être absolument menée. Vous deviez partir? Je devais partir. Mais vous restez. Mais je vais rester encore 5 minutes, rien que pour vous entendre, parce que je n'ai pas entendu les Oui, deux autres. Voilà, exactement. Madame Fornereau, par rapport à ce débat des clivages notamment à gauche, et sur quoi ça porte? Et est-ce qu'il y a un écho avec 1901 et 1905? Alors, je vais me permettre de rebondir sur ce qui vient d'être dit à l'instant, sur la recherche de cohésion, effectivement, pour que la gauche s'adresse à l'ensemble du peuple et non pas une fraction du peuple. Et c'est là qu'on pourrait imaginer que la laïcité, comme synonyme de vivre ensemble, serait une formidable solution, serait une façon de très positive de concevoir la laïcité. Et le problème, c'est qu'il n'en a pas du tout été ainsi. Et qu'aujourd'hui, cette laïcité synonyme de vivre ensemble, elle est, pour faire court, excluante. Voilà. Et c'est la réflexion que ça m'a inspiré. On peut le déplorer. Et on a senti avec ce tournant des années 2000, effectivement, la gauche dépassée, en fait, sur ce terrain-là, et que la maîtrise de la discussion et du sens à donner à la laïcité lui a échappé, en fait. Et c'est ce qui fait que, pour revenir au titre du livre de Jean Bobéro-Vincent, finalement, la laïcité victorieuse, si on supprime les dates, votre titre est pertinent depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui. Le problème, c'est quelle laïcité est finalement victorieuse. Voilà. Et doit-on s'en réjouir ou le déplorer? Voilà. Et vu d'Italie et vu de tous les pays que vous avez pu étudier, Alessandro Ferrari, on en est où de la laïcité aujourd'hui, du clivage à gauche et éventuellement comment on peut le transcender? Oh là là. Donc, je signalerai deux aspects qui me frappent toujours de l'expérience française en lisant les livres des gens. La première, c'est que si on regarde l'expérience de la loi de 1905, on voit un débat qui était un peu même en avance par rapport à la société. On parle d'association, non plus d'institution. Et c'est un débat qui est ouvert au temps. Donc, c'est une victoire qui arrive, mais avec une ouverture à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et même à l'ouverture à un modus vivendi qui arrive institutionnel presque avec les diocésaines. Donc, ce n'est pas une loi qui impose une victoire dominatrice, pour utiliser la dialectique hégémonie-domination qu'il y a dans les livres. Aujourd'hui, je crois que, à mon avis, on a un peu raté l'occasion que le Conseil d'État avait fournie en 1989 avec son avis sur les foulards, et donc la possibilité de gérer une question avec une liaison entre laïcité et droits humains. Et là, c'était la grande question, donc, de résoudre, dans un certain sens, d'affronter la question musulmane travers la liberté de conscience et travers les individus, avant que, en cherchant une église impossible pour l'islam. Et on a préféré une solution de domination plutôt que d'hégémonie. Mais s'il n'y a pas l'hégémonie, il y a la politique de la force, et donc l'idée d'une loi miracle qui doit, dans certains sens, arrêter le développement social, qui arrive tout de suite à résoudre. Et donc, cette tension aussi entre une laïcité juridique et une laïcité proclamée par la parole de la loi. Et cela, ça me
Ça m'a frappé aussi l'histoire de l'Observatoire de la laïcité parce qu'ils viennent abroger en 2021, les mêmes années de la loi des valeurs de la République. Et aujourd'hui, il me semble, ça me frappe que la défense, si on peut dire, de la laïcité apaisée ou intelligente dans le sens étymologique est confiée à une association privée, la Vigie de la laïcité. Donc, c'est une sorte de laïcité maquisarde qui résiste face à une laïcité néoplatonicienne qui veut tout absorber dans cette image un peu de l'autre et donc l'uniformation. Et l'autre chose, c'est que la deuxième chose qui me frappe, vous, dans l'étranger, c'est lié à l'histoire. Et donc, c'est pour le fait que quand la laïcité vient expliciter en 1946, elle est explicitée dans un contexte où c'est même Maurice Schumann, et c'est un parti catholique dans certains sens. Et il y avait aussi les partis communistes, Fajon, qui voulaient la séparation dans la Constitution. Alors là, je me suis toujours demandé si on n'a pas perdu les moments de lire cette laïcité constitutionnelle avec un peu plus de nouveautés par rapport à l'histoire précédente. Donc une laïcité qui arrive dans l'époque où les droits humains sont établis à niveau universel, et une laïcité qui était moins dialectique et plus pluralisme, et donc liée au fait que la religion était déjà en train de se transformer en culture. Et donc, il fallait utiliser des autres instruments pour lire cette histoire, même par les juristes. Et donc, une sous-évaluation, à mon avis, de la nouveauté de la laïcité constitutionnelle. Les juristes sont un peu responsables parce que Rivero, à un certain moment, assez optimistiquement, dit la laïcité, c'est la neutralité, mais c'était la neutralité 19e, optimiste, tranquille, des frontières institutionnelles. Aujourd'hui, la neutralité est devenue une désertifiante. Et donc, pour beaucoup de raisons. Donc, voilà, ce sont ça les choses qui... Oui, je vais peut-être un moment partir, donc je suis désolé, mais c'était pour une bonne cause. Je vais revenir juste sur ce point de la Constitution. Car, candidat à l'élection présidentielle, j'avais fait la proposition d'intégrer dans la Constitution les 2 premiers articles de la loi de 1905. Et j'y ai renoncé à l'expérience, d'abord parce qu'il y avait le problème du concordat Alsace-Moselle, sur lequel déjà le cartel des gauches en 1924 avait été conduit à céder. Et il fallait à ce moment-là convaincre ces territoires dont j'avais plus tard été encore plus loin, puisque j'avais fondu l'Alsace dans une grande région de l'Est, et les Alsaciens m'en veulent encore. Donc, aller encore plus loin pour remettre en cause le concordat, alors là, je n'aurais même plus pu circuler en Alsace, ça m'aurait peiné. Donc, et puis, il y avait une deuxième raison qui était plus profonde, au-delà de cette question qui néanmoins est sérieuse, hein, du concordat Alsace-Moselle. Mais la question, c'était, justement dans le tumulte des années que nous traversions, est-ce que ça ne serait pas vécu comme une façon, une fois encore, de fermer? Néanmoins, sans qu'il y ait eu besoin de changer la Constitution, le Conseil constitutionnel, en 2013, a érigé les principes de la laïcité comme principes à valeur constitutionnelle. Et je pense que c'est une bonne approche, puisque ça permet aux tribunaux, quand ils sont saisis de questions, de pouvoir se faire une référence au-delà même de la loi. Car il peut y avoir une loi qui peut être censurée par le Conseil constitutionnel parce qu'elle dérogerait à ces principes. Et je pense que c'est plutôt satisfaisant comme évolution. Quant à la loi elle-même, puisque vous avez évoqué 1989, puis après la loi de 2004. En France, et sans doute c'est une spécificité française, nous voulons des lois. Point trop n'en faut, mais nous en voulons. Et d'ailleurs, qu'est-ce que nous consacrons l'anniversaire d'une grande loi. Et on aurait pu en citer d'autres, puisqu'après la loi de 1905, il y a eu la loi de 1907, etc. Donc il y a un moment où le besoin de loi se fait sentir. Mais il faut que ce soit après un long débat.
un peu comme ça s'est fait avec 1905. Et d'ailleurs, en 2004, pour aboutir à la fameuse loi sur les signes, il y a eu une commission, la commission Stasi, qui a été quand même un long processus. Les bonnes lois sont les lois qui ne sont pas de circonstance. La loi sur la séparation ou le séparatisme est une loi de circonstance, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des contrats, enfin, il y a des engagements, et qui sont d'une certaine façon un peu contraires à l'esprit, hein, puisqu'on n'impose pas. On juge s'il y a du débordement, mais on ne fait pas au préalable une forme d'autorisation, parce que le contrat d'engagement, c'est une forme d'autorisation, puisqu'on dit on ne vous versera plus de subventions si vous ne respectez pas un certain nombre de règles, qui ne sont pas d'ailleurs forcément des règles liées à la laïcité, qui peuvent être aussi des règles politiques. Donc, oui, il faut des lois. Oui, à un moment, il y a un débat qui doit déboucher sur des règles juridiques à valeur législative, voire même constitutionnelle, mais il faut faire ça avec beaucoup de prudence et avec l'esprit que je continue de dire d'unité. La laïcité ne doit pas être utilisée comme un moyen de division. C'est ça le point majeur finalement de ce que nous étudions. La laïcité est un élément de rassemblement et d'unité. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Eh bien, on va continuer. Oui, j'avais prévu donc enfin un débat en deux temps, hein, on a essayé de passer au grill le président Hollande. Et je voudrais revenir pour entamer cette deuxième partie au livre, hein, de Jean Bobéro-Vincent. Et donc je vais passer j'ai proposé aux participants en quelques minutes d'en faire un petit peu un abstract, une lecture critique de ce livre. Donc Alessandro, qu'est-ce que vous avez à dire, vous, sur cette histoire que fait Jean Bobéro-Vincent des grandes lois laïques de la fin du 19e et du début du 20e? Alors, moi, je suis juriste et pas historienne. Donc, pour moi, la lecture a été surtout une réflexion sur les présents, bien sachant les caveats qui a été prononcé avant, donc la difficulté à lier trop rapidement l'histoire au présent. Mais il y a certains éléments que je voudrais souligner. Les premiers, c'est la cohérence à l'époque entre un débat sociétaire sur l'école et un débat institutionnel sur les relations État-Église. Et donc, on voyait d'un côté l'établissement de l'école publique, de l'autre cette séparation institutionnelle, et avec aussi une cohérence à assurer cette liberté individuelle, la liberté de conscience, qui était un peu celle qui liait toutes ces réformes. Et dans certains sens, cette construction de cet établissement scolaire a réussi à avoir un succès. Si on regarde aujourd'hui, école, laïcité, je ne vois pas les mêmes rapports d'épaisement, les mêmes rapports de cohérence. Donc, d'un côté, il y a une école qui est signe de tension. Et si je pense aussi les rapports entre la loi d'Hébré 1959-2004, donc des tensions internes qui sont encore présentes dans l'histoire française, l'effet que la loi d'Hébré a été, d'un certain sens, légitimée en invoquant la liberté de conscience, mais pas la laïcité par le Conseil constitutionnel. Et la laïcité revient à l'école seulement dans la loi, dans les titres de 2004. Donc une laïcité qui, face à toute cette construction du monde scolaire, semble un peu plus en difficulté, moins cohérente qu'auparavant. L'autre, c'est les rapports laïcité-séparation que j'évoquais auparavant. Donc, est-ce qu'on a réfléchi assez sur le fait que la laïcité constitutionnelle va entrer dans la Constitution, dans cette consensus qui unit des partis qui étaient opposés différentes et qui viennent même presque opposés à la séparation ou à la constitutionnalisation de séparation à la Combe. Et donc, ça, à mon avis, cette consensualité qu'il y avait à l'époque, consensus
sur la laïcité, c'est les signes aussi de la transformation d'un religieux, d'une culturalisation du religieux, qui fait que la laïcité devient plutôt qu'un marqueur institutionnel, un instrument pour arbitrer une pluralité, un pluralisme, où les religions ont une citoyenneté avec des autres cultures. Donc, ça devient beaucoup plus complexe, le rôle de la laïcité d'aujourd'hui. C'est plus simplement pour des frontières institutionnelles. Et donc, ça demande aussi la capacité à voir où où la spécificité religieuse. Donc, qu'est-ce que sont la difficulté à l'accommodement d'une spécificité religieuse quand tout est culture, et donc ça devient plus difficile, cette gestion. Encore, il y a toute la question de l'iceberg dont j'en parle. Donc, l'optimisme face à une laïcité submergée qui existe toujours, qui serait là, et je suis d'accord, mais peut-être avec un peu moins d'optimisme, dans le sens que je ne suis pas sûr que cet iceberg, il entraîne aussi de s'effondrer un peu. Et donc, si cet espace de liberté ne se trouve pas en réalité en dehors de la loi elle-même, donc dans des espaces de liberté, d'autonomie, qui sont un peu protégés par un interventionnisme continu de la loi sur ce qui sont des conduites et des formes religieuses qui veulent s'exprimer. Donc, tous les rapports entre la possibilité de banaliser la soutane au XIXe siècle et l'impossibilité de la banaliser aujourd'hui, de banaliser un voile, par exemple. Et donc là, c'est une autre chose, à mon avis, très importante. Et voilà. Madame Fornereau, vous, votre analyse, votre regard. Alors, moi, mon regard est celui, comme Alessandro, d'une juriste. Et voilà, ce que m'a inspiré la lecture du livre de Jean Bobéro-Vincent, c'est vraiment voilà, les liens qui peuvent s'établir entre droit et histoire à travers la loi de 1905. Parce que le droit des religions a cette singularité, en tout cas cette caractéristique, d'inclure dans le droit positif la loi de 1905. C'est pas toutes les branches du droit qui peuvent s'honorer d'avoir une loi qui a une telle longévité. Ce qui fait que la loi de 1905 a échappé à plusieurs processus qui pourraient renvoyer un texte législatif au champ strict de l'histoire, comme l'abrogation ou encore la désuétude. Alors, évidemment, toutes les dispositions de la loi n'ont pas connu la même destinée, mais il n'en reste pas moins que certains sont encore voilà, très régulièrement appliqués, et puis voilà, sont même chargés d'une aura, je pense particulièrement à l'article 2 qui incarnerait presque voilà, dans sa dimension financière, qui donne à voir, qui matérialise ce qu'est la séparation, et puis on peut dériver sur la laïcité et la neutralité. Et puis donc cette longévité de la loi de 1905 nécessite de raisonner, de l'analyser sur le temps long. Alors, et c'est là que l'histoire, effectivement, l'approche historique nous donne des clés de lecture sur des épisodes heureusement terminés. Par exemple, cette longévité se réduit en partie, voire en grande partie, aux réformes, en tout cas aux ajouts à la législation sur les congrégations et puis à la loi 1905 pendant la période de Vichy. Et que elle est devenue immodifiable par la suite. Il y avait un tabou, on ne touche plus à la loi 1905 après Vichy. Et puis, il y a effectivement l'approche plus juridique où c'est la jurisprudence qui va ancrer la loi dans le présent. Mais ce ne sont pas, voilà, pour le juge, ce ne sont pas des retours entre 1905 et aujourd'hui qui se font, ce ne sont pas des allers-retours à vide. Voilà, il y a l'approche qui se charge finalement voilà, de tout ce qui peut voilà, relève du contexte social. Et de ce point de vue, voilà, on se régale de ce qui va bien au-delà de l'anecdote, mais qui est clair. Finalement ce qu'est finalement le texte sur lequel le juge va s'appuyer. Et je pense par exemple à l'article 28 de la loi 1905 qui est sorti un petit peu pas de son silence,
mais en tout cas, Juste en 2 mots. Alors, l'article 28 de la 1905 interdit à l'avenir d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux dans quelque emplacement public que ce soit. Donc, les crèches, les calvaires, etc. Et là encore, on saisit finalement toute l'importance de l'adoption en 1905 d'une loi qui n'a pas été, et vous l'avez rappelé, anti-religieuse, qui a été une loi de compromis, d'ajout. Alors j'ai beaucoup aimé l'épisode de l'ajout. Voilà, quand on parlerait un peu de l'affaire du collier. Et voilà tout ce qui est cet ajout de l'article qui va devenir l'article 4 et qui va changer effectivement énormément de choses et qui permet encore aujourd'hui, qui a été d'application encore aujourd'hui, particulièrement dans les années 90. Voilà. Et puis, voilà, peut-être une deuxième piste oui, effectivement, il y a des points de rencontre entre analyse historique et analyse juridique. Quand vous renvoyez à la définition de la laïcité par Buisson, et puis sur le fait que cette définition résulte du titre 1 de la loi de séparation, avec la liberté de conscience, incluant le libre exercice des cultes, et la non-rétribution, l'absence de salariat des cultes par la puissance publique. Eh bien, ça correspond à la définition donnée par le Conseil constitutionnel de la laïcité en 2013. Pas celle de 2004, mais en 2013. Et en 2013, le Conseil constitutionnel est allé puiser dans la loi de 1905. On retrouve dans cette décision des extraits, voilà, sans guillemets, mais de la loi de 1905. Et puis, alors, peut-être alors, il ne s'agit pas vraiment de divergence, mais peut-être, en tout cas, des différences quand vous parlez de la laïcité historique qui se focalise sur la liberté de conscience, quand la nouvelle laïcité serait synonyme de neutralité, y compris chez les partisans d'une laïcité libérale. Juridiquement, la laïcité est synonyme de neutralité. Après, mais aussi de liberté de religion, incluant la liberté de conscience, mais aussi d'égalité entre les cultes. Et c'est ce qui fait toute la difficulté voilà, de l'appliquer. Voilà, c'est tous ces équilibres à trouver et qui ne favorisent pas non plus le discours autour d'une laïcité voilà, qui est garante justement de ces équilibres entre neutralité et liberté de religion. Et puis rapidement, voilà, qui serait une sorte de piste de discussion, puisqu'on célèbre aujourd'hui voilà, l'anniversaire, les 120 ans de la loi 1905, et voilà, on loue, on vante, on voudrait célébrer son libéralisme. Et je me demande aujourd'hui, voilà, on est conduit à s'interroger sur le sort et puis le sens aussi de ce libéralisme dans une société qui aspire peut-être davantage à une situation de sécurité qu'à l'exercice de la liberté. Et ce qui, voilà, mais ça mérite discussion. Enfin là, j'ai trouvé vraiment très précieux le rappel de cet épisode de la Troisième République, qui a été cette vague d'adoption, enfin, de loi libérale. Ils vont montrer bien qu'une loi, mais ça a été la même chose, dans un sens peut-être plus négatif pour la 2021, une loi est une affaire avant tout de choix politique. Et sous la Troisième République, le choix a été fait d'imposer des libertés. Et c'est... voilà, et la loi de 2021 renvoie malheureusement à une sorte de plasticité de la loi du principe de laïcité, et introduit une distance assez malheureuse justement avec la loi de 1905. Autant on pouvait, il y a un siècle, articuler les deux, autant aujourd'hui, effectivement, il y a une dissociation voilà, qui est tout à fait, qui à mon sens regrettable, même si la loi de 1905 voilà, est un peu dans cet esprit maquisard, permet voilà, tout de même de maintenir des poches de libéralité. Et voilà, pour l'anecdote, et je vais m'arrêter là, encore hier, une étudiante demandait, mais
Au fond, comment doit-on considérer cette loi de 1905 ? Sous-entendant, est-elle encore applicable ou comment s'articule-t-elle avec la loi de 2021 ? Et là est apparu le spectre de la disparition de la loi de 1905. Et c'était assez effrayant. Voilà. Merci. Christophe Prochasson, votre regard, votre analyse ? Écoutez, mon regard, je le partagerai volontiers avec ce qui vient d'être dit. Je me retrouve dans beaucoup de dimensions qui ont été soulignées, qui sont d'abord des dimensions historiques. Et je trouve que finalement le livre de Jean Bobéro va un peu à l'encontre de ce que nous pourrions donner l'impression de faire aujourd'hui, c'est-à-dire de sanctifier une loi. En la célébrant. Et moi, je ne suis pas très célébrateur de tempérament, donc j'ai toujours un peu de méfiance pour ce genre de gestes symboliques. Votre livre, au contraire, montre à quel point, au fond, il y a une épaisseur historique qu'il convient de prendre en compte pour comprendre ce que ces acteurs historiques ont voulu faire. Et je ne veux pas poursuivre l'esquisse de controverse que nous avons amorcée tout à l'heure, mais ces acteurs historiques sont très très loin de nous pour des tas de raisons. Et je pense que nous aurions tort de rabattre systématiquement leur univers mental et politique sur le nôtre. Mais laissons cela. Alors, ce que je trouve de très riche dans le livre, peut-être n'y a-t-on pas assez insisté, c'est la première partie de votre livre, où vous montrez de façon très subtile et la complexité d'ailleurs d'une pensée républicaine en quête, au fond, d'une religion, utilisons le mot, face au désenchantement du monde. Comment cette république va-t-elle pouvoir nourrir spirituellement une société, car au fond, beaucoup, ceux qui vont faire la loi de 1905 ou la préparer d'une façon ou d'une autre, pensent qu'une société sans croyance n'est pas possible. Simplement, à quelles conditions peut-on faire surgir une croyance ? Dans quelle mesure peut-elle être partagée ? Et tous les risques qu'il peut y avoir derrière cela. Et autour de cela, il y a toutes sortes de noms, y compris d'ailleurs le redoutable Émile Combes, qui pense exactement ça. Mais aussi, dans une version beaucoup plus libérale, Jules Simon, et même d'ailleurs mon cher Jaurès, qui est sans doute le plus raffiné intellectuellement, je ne dis pas pour des raisons personnelles, je le pense intégralement, notamment son fameux texte de 1891, où il s'exprime là-dessus. Donc je pense que ça, c'est un aspect très important de votre livre, de dire qu'on est encore dans cette phase-là de quête, et qu'il est bon de l'avoir en tête pour comprendre ce contexte spirituel, intellectuel et politique. Mais justement, et ça c'est le deuxième aspect de votre livre que je trouve très riche, la loi de 1905, même si, je le dis maintenant lâchement l'absence de François Hollande, laisse un peu rêveur face au spectacle politique auquel nous avons affaire aujourd'hui, de la qualité incroyable tout de même de beaucoup des intervenants. Alors il y avait aussi des gens qui sont peut-être moins bien, mais tout de même Briand, Clémenceau, Jaurès, Pressensé, et puis aussi, on ne les a pas encore cités, mais les juristes, Grunbaum-Balin, Méjean, qui sont tout de même des gens de haute stature. Mais ne réduisons pas non plus ces débats autour de la commission notamment qui prépare la loi, et puis au-delà, dans l'espace public, dans les journaux, à des querelles ou à des controverses de philosophes, de juristes ou de théologiens. Ce sont aussi des gens qui font de la politique et qui se positionnent en fonction de leur force d'appartenance, des alliances possibles ou pas possibles. Et c'est aussi ça, la loi de 1905. Et c'est peut-être ce qui en fait aussi qui fait que votre livre est aussi passionnant, de toutes ces affaires que vous évoquiez, des controverses qui viennent se greffer sur le port de la soutane, sur les processions, sur les emblèmes religieux qu'on ne peut pas dans l'espace public, sauf ceux qui existent déjà, enfin, toutes sortes de ce que les sociologues appelleraient des affaires
aujourd'hui, qui sont évidemment autant de points de crispation, de débat, d'éclaircissement, et qui sont tout à fait passionnants, tout à fait passionnants à étudier. Alors, voilà, moi je trouve que tout cela est très riche et évidemment conduit à une méditation sur le contemporain. Parmi les articles que nous n'avons pas encore cités et qui relèvent aussi d'une question presque très pratique, très politique, il y a les fameux articles 31-35 qui font que les principes énoncés dans la loi ne sont pas simplement des principes en l'air que, au fond, l'exercice, enfin le droit de conscience et le libre exercice du culte, bon, c'est bien. Encore faut-il que, voilà, concrètement, comment on fait fonctionner ça. Et on voit bien comment ces esprits ne sont pas donc simplement ces esprits éthérés. Je me reviens à l'esprit, d'ailleurs, le scandale qu'avait produit la formule de Berthelot, le monde n'a plus de mystère. Et Jaurès s'indigne de cela. Donc, ce n'est pas simplement, encore une fois, ces débats, mais pratiquement comment ça marche, comment ça va marcher, et comment on peut mettre en musique, en scène, ces grands principes. Et c'est le sens des articles 31-35 qui garantissent le libre exercice du culte par un système de peine, de prison, d'amende qui permet de sanctionner ceux qui ne le respectent pas. Voilà, donc, bon, c'est un livre, je le dis sans flagornerie, évidemment, extrêmement riche. C'est un livre d'historien qui permet, évidemment, de réfléchir sur le contemporain. Alors, justement, Jean, la laïcité victorieuse en 1882-1905 et aujourd'hui, est-elle encore victorieuse, hein? On a vu sortir, émerger donc la loi de 2004 comme une rupture pour Alessandro, et pour Annie, la loi de 2021. Voilà, de venir à des questions qui sont des questions contemporaine est très clivante dans les débats actuels. Donc, est-elle encore victorieuse ? Alors, bon, je vais essayer de répondre à votre question tout en reprenant pas tout ce qui a été dit, parce que c'est trop riche, mais un certain nombre de choses qui ont été dites. Alors, je voudrais commencer par... disons, une mise au point au niveau, effectivement, du rapport histoire-présent, parce que c'est en fait une question tout le temps sous-jacente à la vie sociale. Hein. Et, bon, alors, qu'il soit clair, bon, j'ai introduit une nuance avec ce que vous aviez dit, mais on est fondamentalement d'accord, c'est-à-dire que moi, toute ma réflexion sur la laïcité, ça a été une réflexion sur des seuils de laïcisation. Hein, en disant qu'il y avait un premier seuil qui avait été construit par la Révolution française et le recentrage autoritaire de Napoléon Bonaparte, qui a trié dans ce qu'avait fait la Révolution, parce que, me semble-t-il, pour un historien, ce qui est important dans une révolution, c'est ce qu'il en reste quand elle est terminée. Donc, qu'est-ce qu'elle a produit d'irréversible, si vous voulez ? En quoi, dans son effervescence révolutionnaire, où beaucoup de choses arrivent, se passent, qu'est-ce qui reste une fois que la vague des révolutionnaires s'est retirée? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui a été vraiment changé de manière irréversible? Bon. Et donc ça, c'est effectivement la période, alors moi, que je préfère appeler des cultes reconnus, pour rappeler que quand même, justement, dans cette période, on n'est plus dans l'Ancien Régime, on n'est plus dans l'Église catholique comme vérité d'État, mais on est déjà dans ce que Briand appelait une demi-laïcité, moi ce que j'appelle un premier seuil de laïcisation, qui est le fait qu'il y a un régime pluraliste. Et s'il y a un régime pluraliste, s'il y a plusieurs vérités qui sont considérées comme légitimes par l'État, ça veut dire que l'État n'est plus le garant du salut des citoyens et des citoyennes. Il n'a plus cette charge. C'est des églises dont il a effectivement un lien organique avec elles encore, mais c'est des institutions quand même différentes de lui qui se chargent
de proposer, et justement, à partir de ce moment-là, il y a quand même une certaine liberté religieuse, même si elle est relative, qui se charge de proposer des vérités, des voies de salut. Et bon, Portalis dit que même on tolère l'indifférence en matière de religion. Excusez-moi, Jean, on va peut-être avancer un petit peu. Bon. Donc, juste parce qu'on va renvoyer à votre livre où vous racontez ça de façon très précise. Donc, le premier seuil de laïcité, le deuxième avec les grandes lois de l'enseignement, on est bien d'accord? L'enseignement et la loi de 1905. C'est le package. Le basculement dans le second seuil, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus de lien organique entre l'État et les religions. Les religions, alors c'est libéral, mais au deux sens du terme libéral, c'est-à-dire que les religions ne surplombent plus la société, les religions ne sont pas liées organiquement avec l'État, mais elles existent sur une base d'adhésion volontaire, si vous voulez. Donc ça, c'est les lois de 1882-1905. Voilà. Et le troisième seuil. Et maintenant, on est dans un troisième seuil. Et c'est là où je suis d'accord tout à fait avec Christophe Rochasson, que bien sûr, on est dans une ère culturelle différente. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en 1905, il y a toutes les questions que vous avez dites sur le rapport à la croyance, etc. Mais il y a aussi, disons, une croyance séculière forte qui est la marche en avant de l'humanité, la croyance au progrès. Et Pierre Larousse dit il y a peu d'incroyants dans cette croyance au progrès. Et effectivement, en 1905, elle est raisonnable. Et aujourd'hui, c'est bien ce que vous dites, c'est que... Elle a pris un sacré coup. Elle a pris d'abord un premier coup par les guerres mondiales, qui fait que le progrès, ça a été aussi les gaz asphyxiants de la Première Guerre mondiale, Auschwitz et Hiroshima dans la Seconde Guerre mondiale. Mais à ce moment-là, on a pu opposer un bon progrès pacifique, un mauvais progrès guerrier. Et maintenant, avec les problèmes de la biodiversité, avec les problèmes du changement climatique, etc., de l'iceberg dont a parlé Alessandro, même le progrès pacifique est mis en question sur alors les algorithmes, etc., le numérique, Si etc. j'ai bien compris ce que vous dites dans votre livre, c'est qu'en fait, le désenchantement du progrès fait se reposer cette question. Enfin, on est rentré dans une nouvelle phase de la laïcité. Dans la génération désenchantée que chantait Mylène Farmer déjà il y a quelque temps, et que effectivement, dans ce désenchantement du progrès, il y a un retour d'un religieux un peu hard, si vous voulez, parce que du coup, les gens ne se projetant plus dans l'avenir et n'ayant plus un projet politique émancipateur, mobilisateur, tout ce que vous voulez, sont dans une démarche de pureté. Mais vous avez à la fois une démarche de pureté religieuse, le halal, toujours plus de halal, la cacheroute, toujours plus de cacheroute. Chez les catholiques, c'est les courants charismatiques, etc. Chez les protestants, les courants évangéliques, etc. Donc vous avez effectivement dans les diverses religions, c'est plutôt les religions, disons, dont l'acculturation à la modernité est moins grande que les courants libéraux qui ont le vent en poupe, mais vous avez aussi le désir de pureté laïque. Et moi, je vois notamment, pour prendre un seul exemple, de désir de pureté laïque, depuis 30 ans, on m'oppose un argument qui n'a pas bougé, qu'on répète comme un stéréotype, si vous voulez, qui est on n'a pas le droit d'adjectiver la laïcité, de coller un adjectif à la laïcité. Or, la démocratie, elle peut être participative, elle peut être représentative, elle peut être plébiscitaire, elle peut être parlementaire, etc. Il n'y a pas de problème d'ajouter des adjectifs à démocratie. Donc le fait de refuser d'ajouter des adjectifs à laïcité, c'est-à-dire de classer différentes conceptions de la laïcité et de dire que celle-là, elle est plutôt gallicane, celle-là, elle est plutôt identitaire, celle-là, elle est plutôt séparatiste, etc., c'est d'une part, moi, m'empêcher de faire mon travail d'historien sociologue, faisant de la sociologie historique, selon les idéotypes de Max Weber, mais ensuite, c'est un désir d'une laïcité pure
qui existe dans le ciel des idées et qui ne correspond pas à la réalité. On l'a vu tout au long de cette table ronde, effectivement, les tâtonnements. Alors justement, est-ce que la loi de 2004, au démarrage de la loi de 2004 pour arriver à 2021, est-ce que ça remet en cause le travail qui a été fait entre 1882 et 1905 ? Alors, moi, je dirais que... Alors, bon, à la commission Stasi, j'étais membre de la commission Stasi, je me suis abstenu pour une raison très simple, je vais résumer en 30 secondes, c'est le fait que j'étais fondamentalement d'accord avec la commission Stasi pour désigner les signes qui étaient permis et les signes qui étaient interdits, mais je voulais qu'on précise dans les signes qui étaient permis que le bandana était permis, que le bandana n'était pas un signe religieux ostensible, comme ne l'étaient pas les petites croix, comme ne l'étaient pas les étoiles de David, etc. Bon. Donc, la commission, obéissant au staff, ne votant pas sur ma proposition, je me suis abstenu. Bon. Mais je pense que la loi de 2004, c'est surtout rétrospectivement qu'elle apparaît comme une rupture, parce qu'elle était quand même une exception dans une liberté qui restait la règle générale. Et Jacques Chirac d'ailleurs, il avait l'idée de l'Observatoire de la laïcité, même s'il ne l'a pas réalisé, si c'est Hollande qui l'a réalisé. Mais il a créé la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui a soigneusement veillé que la loi de 2004 ne déborde pas ce pourquoi elle avait été faite. Et quand, par exemple, une femme qui tenait un hôtel a voulu interdire une chambre d'hôtel à une femme parce qu'elle portait un foulard, la HALD a dit non, c'est pas possible, et la femme a été sanctionnée. Bon, à mon avis, et je reviens à ce que j'ai dit au début, je pense que c'est l'époque Sarkozy qui a été vraiment l'époque où on a mêlé laïcité et un problème, entre guillemets, de l'immigration. Bon. Alors, si vous voulez, il y a à la fois le fait qu'il y a un bouleversement sociétal et historique considérable actuellement, c'est que l'Occident, qui a été prédominant pendant 2 ou 3 siècles, est en train de perdre son aspect prédominant et doit partager avec des pays émergents et qui sont devenus également des puissances, il doit partager, disons, les choses. Et donc ça, évidemment, ça suscite des peurs, ça suscite des craintes, ça suscite, etc. Donc c'est une période très difficile à vivre pour l'Occident. Mais c'est là où je pense quand même que l'histoire peut nous être utile. Déjà brillant face aux peurs de son époque, qui, je suis d'accord, étaient différentes, parlait de laïcité de sang-froid. Et aujourd'hui, il faut peut-être retrouver une laïcité de sang-froid. Et donc, moi, mon livre, effectivement, a été un peu plus optimiste que dit Alessandro, mais je suis d'accord avec Alessandro. Alors, cette histoire, émerger, c'est la métaphore de l'iceberg. Hein. De même que l'iceberg a 1/10 qui émergeait, je dis la laïcité grondante, menaçante, médiatique, etc., c'est 1/10 de la laïcité. Et les 9/10 qui sont pas visibles médiatiquement, si vous voulez, qui sont cachés, c'est une laïcité d'accommodation fidèle à la loi de 1905, qui permet qu'il y ait l'abattage rituel. Mais qui est quand même remis en cause. Alors, qui est remis en cause, mais si vous voulez, on connaît, c'est comme les trains qui arrivent en retard, on connaît les remises en cause, on ne connaît pas tout ce qui va bien. D'accord. Et au niveau notamment du terreau associatif, au niveau des collectivités locales et territoriales, il y a plein d'aménagements, il y a plein d'accommodements qui sont faits, etc. Et qui permettent de faire que la France n'est pas à feu et à sang tous les jours. Si je résume votre pensée, peut-être qu'il y a des lois qui sont venues écorner ou remettre en cause la philosophie générale de 1905, mais
en vie quotidienne, en tous les cas, ça résiste. Est-ce que vous êtes d'accord, Alessandro? Est-ce que 2021 quel est l'héritage aujourd'hui, hein, après les différents épisodes législatifs qu'on a connus, 2004, 2010, 2016 et 2021, qu'est-ce qui reste de l'héritage, selon vous, de 1905? À mon avis, c'est important de souligner deux choses que sont importantes. Les hommes qui ont fait la loi de 1905 étaient dans un contexte où les religieux n'étaient pas ce qu'il est aujourd'hui et où la culture juridique et l'État n'est pas l'État qui est aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'était les religieux de l'époque? C'était encore l'époque des religions d'église. Donc, on savait que la religion était une entité spécialisée dans un domaine religieux, oui, qu'il y avait des institutions qui avaient le devoir face à l'État de dire qu'est-ce que c'était les préceptes religieux, l'interprétation authentique, les religieux, c'est ceci. Et donc, il y avait un domaine détaché très clair. De l'autre côté, il y avait un État libéral, donc, comme on dit dans les livres, il garantissait les libertés, mais pas souvent il assurait toutes les libertés, dans le sens que c'était la liberté, on dit, négative, pas l'interventionnisme. Donc, un État qui pouvait admettre la séparation. Donc, dans la liberté, tu fais ce que tu veux, je les garantis, mais moi, je ne te soutiens pas avec des fonds publics, tout ça. Donc, ça, c'était le cadre. Aujourd'hui, on n'a plus de religion d'église. Il y a une désinstitutionnalisation du religieux. On a un retour d'une religion holistique, dans le sens que les religions s'occupent de tout, d'environnement. La notion moderne de religion n'est plus trop pertinente vis-à-vis, même au sein du catholicisme. Il y a un processus de réconfessionnalisation, que ça veut dire un peu critiquer toute la structure tridentine moderne, et donc revenir en forme religieuse différente. Et donc, face à toute cette liquéfaction du religieux, les religions deviennent culturelles, comme je disais, et on les voit dans la difficulté d'application de la loi. Et pourquoi les petites croix ne sont pas un problème, les voiles, oui, et on dit, mais pour les catholiques, c'est seulement les grandes croix, pour les chrétiens. Parce que la petite croix, c'est culture, c'est déjà... Et donc, pourquoi la laïcité est devenue une laïcité des valeurs? Parce que c'est exactement ça qui, dans la culture, dans ses rapports avec les religions, a un poids. De l'autre côté, nous avons un État qui n'est plus l'État libéral, donc qui doit assurer la liberté substantielle. Et alors, il ne peut plus se permettre une séparation avec les personnes avec lesquelles les groupes entrent dans relations financières. Donc, les rapports droit-devoir n'est plus ce qu'il était au XIXe siècle. Et de là, toute la question de la loyauté, de l'uniformité, quel est le degré de liberté qu'on peut tolérer et d'identité. Et l'autre question, c'est que au XIXe siècle ou au début du XXe, il n'y avait pas la question des droits humains. On oublie que les droits humains ont donné relevance publique aux identités privées. Moi, j'ai décliné mon identité privée en utilisant un langage qui devient juridique performatif dans la sphère publique et devient une prétention d'assurer mon identité. L'État est justifié non plus pour sa force, mais pour le degré de répondre à ses identités individuelles. Donc, c'est vrai que les politiques d'aujourd'hui, il y a aussi un effondrement des formes de faire la politique. Et il y a la question, la dernière question dans son livre, qu'est-ce que pensent les poissons rouges? Mais ces poissons rouges, est-ce qu'ils vont voter aujourd'hui, les poissons rouges? Est-ce qu'ils ont la possibilité que leur parole devienne une parole institutionnelle ou on les laisse juste... Donc, c'est un contexte qui est effectivement très différent de celle de l'époque. Alors, qu'est-ce qui reste? Je suis convaincu, moi aussi, qu'il y a des libertés que même les démocraties libérales ne peuvent pas aller en arrière trop aisément. Mais les contextes d'application de ça, on tolère moins la séparation. Est-ce que c'est possible d'être séparé, une séparation aujourd'hui? Donc, un groupe... Alors, les groupes qui, culturellement, dans la société, fait de la lobby. Les groupes qui n'est pas culturellement intégrés fait de l'entrisme. Il y a quand même un langage qui dénote toute cette difficulté de s'acculturaliser. Mais la grande, à mon avis, sagesse qui était liée
à tous les mécanismes de la loi de 1905. C'était l'estampe, l'application jurisprudentielle et, comme il dit dans les livres, la capacité d'imposer la laïcité qu'on pouvait accepter à l'époque, prendre sur les épaules. Donc la gradualité. Si on n'a pas la gradualité, c'est très facile qu'il y a même aujourd'hui des réactions à la gravissima offici, donc des réactions, on dit dans les livres, catholiques, et la raison du pape face à notre attitude qui était beaucoup plus attentive de l'épiscopat local, mais de Rome, qu'est-ce qu'il voit? L'essentialisme, donc il dit non, la séparation. Alors ça, aujourd'hui, des autres groupes peuvent faire le même vis-à-vis des législations qui sont des législations principialistes, qui ne donnent pas les tombes, et donc là, c'est plus facile. L'amour pour une dialectique qui devient destructive et pas fondée sur ce que disait Anne auparavant, c'est vivre ensemble, hein, parce que ça devient... Anne, qu'est-ce qui reste après 2021, justement, de cet esprit qu'on dit libéral de 1905 ? Alors, cet esprit libéral... eh bien, un exemple récent. Eh bien, alors, parce qu'effectivement, je pense que c'était assez important ça a été déjà abordé depuis le début, c'est que la loi de 1905 est quand même une loi pour les cultes. Et c'est une loi pour les groupes religieux, effectivement, en dessous des deux premiers, de l'article 1er, c'est avant tout une loi qui tourne autour de l'exercice du culte, à travers les associations, les édifices et les conditions d'exercice du culte. Et puis même, on peut aussi, à travers les sonneries de cloche, et puis on peut même exercer le culte à l'extérieur, voilà, sous conditions. Et finalement, alors que peut-être que la laïcité aujourd'hui s'adresse peut-être davantage à la fois aux individus de 2004, et puis elle porte effectivement, et c'est là que c'est aussi un tournant préoccupant en 2021, c'est parce que elle s'en prend, si je peux me permettre l'expression, à 1905. 1905 a été épargné par le processus autour de 2004, qui effectivement naît avant, et puis et par les suites données à cette loi du 15 mars 2004. Et là, en 2021, on touche effectivement à la sphère des services publics, à la sphère associative, et puis on touche au cœur de 1905 avec les associations cultuelles et l'exercice du culte, les articles, effectivement, à partir des articles 27, et puis, etc. Donc, le libéralisme, on pourrait dire qu'il est entre les mains du juge administratif, comme la loi de 1905 a quand même été pour beaucoup, alors elle lui offrait beaucoup de ressources, hein, mais voilà, le sort de la loi de 1905 a beaucoup dépendu des tribunaux, et en particulier du juge administratif. Aujourd'hui, on est dans une période d'incertitude et on ne peut pas encore avoir suffisamment de recul en quelques années. Mais voilà, pour revenir à cet article 28, il a permis, à travers le tribunal administratif de Bastia, de finalement prendre le contre-pied de cette laïcité, qui peut être effectivement pour être clair de ce qui s'est passé en Corse avec. Voilà, c'est ça. En fait, là, il y a une laïcité inclusive, identitaire, et puis il y a une laïcité corse, d'après ce qu'on a pu comprendre. Alors même si ça ne figure pas en tant que tel dans le jugement, mais en tout cas, c'est là, c'est notamment à cette affaire que je pensais quand je parlais éventuellement de dissociation entre la loi de 2021 et la loi de 1905 et la laïcité, et au sens où, effectivement, la laïcité peut donner lieu à, effectivement, un retour du catholicisme comme culture identitaire. Et bien là, le juge administratif a pris le contre-pied de cette rapproche en se fondant sur la loi de 1905. Christophe Rochasson, qu'est-ce que vous voyez des évolutions de l'héritage de 1905 ? Je pense qu'il n'y aurait rien de pire que, je le redis, que de sacraliser, muséifier, patrimonialiser la loi de 1905. Je pense que si on fait ça, on la tue. Et on ne dissipe pas. Elle a évolué. Alors,
elle a évolué, c'est vrai, mais je voulais mettre en évidence, au fond, c'est ce qui a déjà été dit, à mon avis, 5 ou 6 points qui me paraissent la mettre en défi, en quelque sorte, la mettre au défi. On l'a rappelé, même si c'est une loi qui concerne les cultes, tout ceci est produit dans une société qui est encore très christianisée, et même, à vrai dire, qui est très catholicisée, à un moment où, alors selon la formule consacrée, le catholicisme reste la religion de la majorité des Français. Ce que le catholicisme n'est plus du tout, d'où, à mon avis, ce que vous pointiez à juste titre à raison, c'est-à-dire que le catholicisme, bizarrement, il y a une espèce de retournement politique de la loi, de la laïcité, bizarrement, un retournement politique où la droite récupère la laïcité comme une arme de défense, en quelque sorte, ce qui est quand même un drôle de paradoxe aujourd'hui par rapport à ce qu'elle a été. Parce que, au fond, il ne faudrait pas laisser croire que cette loi... Une arme de défense contre? Oui, quoi? Contre tout un ensemble de menaces fantasmées, ou pas d'ailleurs, mais qui existent. Sur l'islam, en particulier l'islam, c'est évident. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que n'oublions pas que la loi de 1905 a été aussi avant, pendant et après l'objet de très très vifs conflits durs, même si la fameuse application de la loi des inventaires a trouvé une issue qui aurait pu être plus dramatique et qui a été moins dramatique que prévu. Enfin, 3 morts quand même, ce n'est pas tout à fait rien. L'arrêt de Clémenceau. Bon. Bref, je crois que là, cette question du catholicisme, évidemment, est une donnée à avoir en tête, à tenir compte. La deuxième modification que vous avez suggérée, que je reprends à mon compte, c'est au fond ce qu'on appelle d'un mot très général, un peu galvaudé, cet individualisme, mais que je préciserai, c'est qu'il y a plusieurs types d'individualisme. Et ce que Rosan Vallon appelle l'individualisme de singularité, c'est-à-dire en quoi je suis différent et non pas ressemblant de toi, c'est une donnée aussi, je pense, qui est à prendre en compte et qui est un défi aussi pour notamment la laïcité. Sur les signes religieux. Exactement, c'est-à-dire que la quête de la culture de la généralité sous la République, troisième du nom, au fond rassembler les gens sous une ressemblance sans doute apparente, bien sûr, mais c'était bien ça, et non pas une culture de l'individu qui diffère en quelque sorte de l'autre. Ce que vous disiez aussi me paraît très important, la culturalisation de la religion, qui relève d'un rapport à la croyance, évidemment, tout à fait différent. Le déclin des grands récits politiques, comme on le dit, qui n'est pas rien et qui est un terrain, évidemment, favorable au développement d'identités religieuses et qui complexifie fâcheusement la situation par rapport à un temps où il y avait de grandes institutions rassemblant les gens et avec lesquelles le dialogue était possible, quitte à ce qu'il y ait un conflit ou des pseudo-guerres civiles. Et puis, un dernier point qui me paraît aussi très important, parce que, comme le livre de Jean Bobéro le montre, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé d'ailleurs au cours de notre table ronde, la question de l'école. Parce que vous le montrez très bien. Au départ, ce que vous appelez le premier seuil, votre livre commence par ça d'ailleurs, c'est la question de la laïcité à l'école. Et c'est l'école, et on comprend très bien d'ailleurs par rapport à ce que voulaient faire les Républicains, pourquoi l'école est l'espace où se joue évidemment la laïcité. Mais aujourd'hui, cette question, elle a totalement changé. C'est-à-dire que le rapport consumériste à l'école, c'est-à-dire qu'on voit très bien que l'enseignement privé, qui est 95% catholique, l'est un peu, même beaucoup, de façade, et on sait fort bien pourquoi un certain nombre de personnes mettent leurs enfants à l'école catholique. Et d'ailleurs, avec tous les accommodements possibles qu'il y a dans les écoles catholiques avec la religion. Donc, tous ces mouvements, évidemment, encore une fois, mettent au défi la loi de la laïcité. Et je pense qu'en France, on a un défaut. Je reviens toujours à ma marotte, excusez-moi. On préfère
célébrer le passé plutôt que d'y réfléchir. Et je pense que notre défi est là. C'est-à-dire que, bon, célébrons, nous aimons tout, ce qui nous permet de nous retrouver autour d'excellents collègues et aussi d'autres festivités, mais réfléchissons aussi, non pas, peut-être moins à ce qui ressemble, que à ce qui diffère, pour pouvoir mettre à jour, en quelque sorte, non pas forcément juridiquement, mais mettre à jour cette loi de 1905. Alors pour conclure, justement, Jean, qu'est-ce qu'il y aurait à mettre à jour, selon vous? Alors, bon, je vais, excusez-moi, mais je suis plus familier pour un dialogue avec un historien qu'avec les juristes, donc j'ai écouté attentivement et été très intéressé par ce qu'ont dit les juristes, mais je vais reprendre 2 ou 3 choses de ce qu'a dit Christophe Prochasson. Bon. Et alors, que la société ait changé, s'est transformée, qu'on soit plus dans l'épure de 1905, je suis tout à fait d'accord, mais je pense que dans 1905, il y a à la fois des articles qui règlent la situation de l'époque, et d'ailleurs Anne l'a très bien dit, sur les édifices du culte, sur la transmission des biens, etc., etc., et il y a des articles plus principiels. Justement lié à la recherche d'une égale liberté de conscience, dont je dis d'ailleurs dans le livre que la loi de 1905 n'y est pas parvenue et qu'elle n'a pas du tout réglé les problèmes ad aeternam. Je ne la sacralise pas du tout, j'espère, j'essaye de la décrypter. Bon. Mais pour prendre un seul exemple, la fin de l'article 2 de la loi dit que sur fonds publics, on peut avoir des aumôniers dans les endroits privés, comme tels que prisons, hôpitaux, etc. Et si on dit tel que, c'est parce qu'on pense à l'armée. On ne peut pas mettre l'armée nommément à cause de l'affaire Dreyfus, qui est encore actuelle à ce moment-là, mais c'est vite appliqué à l'armée. Bon. Effectivement, on le fait dans une France qui est christianisée à 98%. Bon. Mais aujourd'hui, la majorité des gens se disent athées ou agnostiques. Bon. L'esprit de la loi de 1905, à mon avis, ce ne serait pas d'enlever les aumôneries, mais ça serait d'ajouter aux aumôniers des conseillers humanistes pour accompagner les gens qui, en prison, à l'hôpital, à l'armée, etc., veulent réfléchir au sens de la vie en dehors des traditions religieuses. Et même d'ailleurs, comme l'a dit Alessandro, la religion, c'est individualisé, c'est plutôt dans le bricolage que dans le rattachement à une institution de manière précise. Mais je te rassure, Alessandro, déjà les paysans du 19e siècle avaient un rapport de proximité et de distance avec l'Église catholique. Ils prenaient ce qui les arrangeait, les secours de la religion, et ils rejetaient quand les normes du curé ne leur convenaient pas. Donc il y a toujours eu ça. Bon, ça c'est le premier point. Individualisme de singularité. Oui, mais il faut bien dire que je dirais c'est presque de l'instinct de survie. On est quand même dans une société où la rationalité instrumentale, et il faut bien le dire, l'ultracapitalisme, parce que c'est quand même une réalité qui peut être une réalité traitée de manière militante, mais c'est quand même une réalité massive dont l'historien et le sociologue doivent tenir compte, fait qu'il y a un risque d'uniformisation qui est sans commune mesure avec ce qui était à l'époque du tournant du 19e et du 20e siècle, où moi j'ai encore connu par exemple les veillées de mon village d'où je suis issu, où se prenaient un certain nombre de décisions qui ont été tuées par la télévision. Bon. Et donc, cet individualisme de singularité, c'est un instinct de survie. Pour que l'individu ne soit pas une goutte d'eau dans un océan, disons, unificateur, mais qu'il soit une individualité. Alors, ça peut être le meilleur comme le pire, hein, mais c'est quand même la revendication d'une individualité. Et bien sûr, la laïcité
doit prendre en compte cette individualité. Et moi, j'insiste sur le fait que la laïcité n'est pas la sécularisation, et la sécularisation qui est justement le déclin du rôle de la religion auprès de l'individu et des groupes. Bon. Et que, au contraire, la laïcité doit permettre de vivre ensemble à des gens qui ont des rapports différents à la sécularisation. Et que tant qu'ils ne mettent pas en cause un ordre public démocratique, eh bien, on a le droit d'avoir une religion hard, comme on a le droit d'avoir un athéisme convaincu. Et justement, la laïcité doit être la possibilité. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, ça le permet? Et qu'est-ce qu'il faudrait bouger pour une situation qui n'est plus la même qu'en 1905? Ben, je pense que dans la vie pratique, quand même, ça le permet pas mal parce que, si vous voulez, par exemple, moi j'ai eu dernièrement une fête des voisins. Hein, et la fête des voisins, les gens se sont mis à parler de sujets existentiels tout à coup, à plus parler de la pluie et du beau temps, et de manière très libre. Et j'ai été vraiment estomaqué de voir à quel point des gens qui se connaissaient très peu livraient des choses sur leurs problèmes existentiels, disons, même qui pouvaient être dangereux si les voisins en faisaient un mauvais usage, quoi. Ils se livraient. J'étais très étonnant. Un gars qui explique qu'il est homosexuel et qu'il vit avec quelqu'un qui est marié par ailleurs et donc qui le voit 2 jours par semaine, les 5 autres jours il est avec sa femme, etc. Quelqu'un que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, qui me raconte ça. C'est très intéressant. Ce que vous dites, c'est qu'il y a un libéralisme dans la société qui contrecarre ce qu'on pourrait voir comme répressif dans un dispositif de loi. Ce qui est terrible, c'est que les politiques s'imaginent, parce qu'à mon avis, ça ne correspond pas à la réalité vécue par les gens, ils s'imaginent que plus ils vont faire des boucs émissaires, plus ils auront un succès électoral. Hein. Et il y a la course à l'échalote à être anti-immigrés, anti-musulmans, anti-ceci, anti-cela. Mais quand, par exemple, le Rassemblement national a voulu créer des inégalités pour les gens ayant la double nationalité, là, il a dû rétropédaler parce que, en fait, les gens se rendent bien compte que si la France fonctionne, c'est en grande partie grâce à des gens qui ont la double nationalité. Bon, on a largement débordé de l'horaire. Et je crois que ça la laïcité. C'est ça, oui, absolument. Donc, on va conclure sur cette note très optimiste de Jean, que la force d'une société par le bas contre éventuellement des options politiques qu'on voit et qu'on lit de plus en plus répressives. Merci infiniment à tous les 4 et à tout à l'heure.